en l'abandonnant avec son enfant. Alors les gars, elle s'en méfie un peu maintenant, et bien sûr, je la comprends. C'est pas facile pour elle. Mais quand elle se décidera, vous bénirez notre union. Et quand on attend qu'une femme prenne la bonne décision, on peut attendre longtemps. Oui, sans doute. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission dans l'attendant Godard, saison 7, épisode 38, et on attaque directement avec une citation de Jean-Patrick Manchette qui sera plus ou moins à l'honneur ce soir. J'ai de l'aversion pour ce que le cinéma est devenu. Naguère, le cinéma était fait par les riches pour les pauvres. À présent, il est toujours fait par les riches, mais comme les pauvres restent devant leur télé, le cinéma est fait pour les cadres. De plus, les riches ont perdu de leur belle assurance. Hollywood, c'était le cinéma du capitalisme triomphant. Les riches étaient contents d'eux-mêmes et leur cinéma était brillant. À présent, ils sont mécontents d'eux-mêmes et ils ont peur. Ou bien ils font exécuter par des tâcherons des films absolument dépourvus de sens, ou bien ils engagent des intellectuels de gauche pour vendre aux cadres ce message qui leur plaît. Nous avons bien mal au cul, interrogeons-nous sur les causes de cette douleur. Les réponses à cette interrogation sont variables. La mort de Kennedy, le Vietnam, être une femme, être un homme, être un nègre, habiter Lausanne. Comme grondait Jouvet dans la charrette fantôme, quelle pitié, quelle pitié! Mais nous n'en aurons pas. C'était un extrait de Charlie Hebdo numéro 456, la première chronique de Manchette pour le journal, et je vais laisser maintenant officier Thomas. Started trucking. As soon as the news got round, the folks downtown came up to Harlem, saw everybody trucking. It didn't take long before the hi-hats were doing it, Park Avenue and it all over town. You'll see them scuffling, shuffling, trucking along. It spread like a forest blaze, became a craze, and thanks to Harlem now, everybody's trucking.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Rennes, en attendant Godard, 88.4 FM. Et donc c'était Joe Ames avec Truckin, morceau qui est évoqué dans les premières pages du Petit Bleu de la côte ouest de Jean-Patrick Manchette. Jean-Patrick Manchette, nous allons en reparler tout de suite avec la sortie mercredi dernier de The Gunman de Pierre Morel, donc adapté de la position du tireur couché, avec un casting prestigieux et international, puisqu'on y retrouve Sean Penn et sa moustache, Javier Bardem et ses coupes de cheveux ridicules, Ray Winston et ses kilos en trop, et une 205. Une 205 junior, et Idris Elba et son costume. Donc pourquoi alors déjà un préambule. Pour revenir sur Manchette, dans de nombreux entretiens qu'il a pu accorder, il disait que quand on voulait critiquer les films basés sur ses propres bouquins, il ne fallait pas prendre en considération que c'était basé à la base sur un livre. Il fallait oublier ça et justement juste se concentrer sur le travail du metteur en scène et des mecs qu'il avait écrits en rapport avec leurs œuvres précédentes. Donc là, si on part du postulat donc que ce n'est pas adapté d'un ouvrage, d'ailleurs ce serait très facile de le faire puisque le film ne ressemble en rien au livre, il n'y a quasiment aucun élément qui est repris de l'ouvrage de Manchette, donc juste en nous concentrant sur les parties prenantes du film là, c'est une catastrophe de bout en bout, mais faisons le pitch rapidement. Donc ça débute au Congo où un mercenaire Jim Terrier, donc joué par Sean Penn, est occupé à protéger des ONG et un jour il doit remplir un contrat en tuant le ministre des Mines du Congo, et après avoir réussi donc ce meurtre, il est évacué hors du pays où il a aussi quitté la femme qu'il aimait, sauf que 8 ans plus tard, Sean Penn a rasé sa moustache et a vieilli, mais a toujours du muscle. Et un jour, il y a 3 Congolais qui reviennent pour le buter, et donc il va enquêter sur le pourquoi du comment, et du coup, il va devoir retrouver son ancienne femme et ses anciens potes de combat, avec qui, évidemment, ça va mal tourner. Ok, en fait, c'est Sean Penn au Congo, quoi. C'est un remake de Tintin au Congo. Ouais, moins inventif quand même. Faut pas... y a pas grand-chose à rajouter à ce pitch ridicule, puisque, bon... Pour évacuer tout de suite la question de Jean-Patrick Manchette, méconnaissable le rapport que ça peut entretenir avec la position du tireur couché, puisque ni l'intrigue ni les personnages n'ont le moindre rapport. À part les noms. Éventuellement un chèque à Doug Headline, ça doit être le seul lien entre les deux œuvres. Doug Headline qui est le fils de Jean-Patrick Manchette et qui est celui qui s'occupe de son œuvre testamentaire et notamment les droits au cinéma. Donc en plus d'être ridicule à tout point de vue, c'est un échec puisque c'est un film qui se veut un film d'action réalisé par donc Pierre Morel et qui se veut aussi avec la présence de Sean Penn et la réécriture plus ou moins partielle du scénario par lui-même, un film vaguement engagé humanitariste. Et dans les deux exercices, le film n'a absolument rien à dire puisque le côté humanitaire reste un argument ridicule, sous-traité, comme dans les films d'action qui prennent cet argument pour base, c'est complètement sous-traité. Et bien sûr, en termes de mise en scène d'action, il n'y a pas le début d'une idée à aucun moment. Donc c'est l'ennui total. Ça dure 2 heures. On peut penser au film qu'on avait chroniqué ici, qui était un peu... basé sur le même modèle scénaristique avec Pierce Brosnan de November Man. Encore une fois, c'était un vieux de la vieille qui se rebellait contre ses employeurs et qui butait à tout va. Bon, pour le coup, c'était honnête, c'était ce qu'on attendait de ce genre de film. Là, c'est vraiment, ça passe jamais la barre, il n'y a rien à garder. Et puis en termes d'interprétation, c'est quasiment comique l'utilisation qu'il fait des personnages, puisqu'il y a par exemple quand même la grosse star, qui peine un peu à devenir une star, Idris Elba, qui apparaît par exemple au bout d'1 heure et demie de film pour dire je peux servir si tu veux Sean Penn, et finalement il dit ouais on verra ça tout à l'heure, et puis il revient jamais. Donc, il doit avoir 2 minutes et demie de film. Javier Bardem essaye un petit peu de cabotiner en faisant semblant qu'il est encore dans James Bond, le dernier où il a joué en jouant une sorte de fiotte machiavélique, mais en fait il s'en en est pas une, donc ça sert à rien non plus. Tout est moche du début à la fin. Je ne sais pas vraiment ce qu'on peut dire de ce genre de film, puisque c'est des films, on pourrait le monter dans le désordre, on pourrait le mélanger avec d'autres films de l'école franco-américaine, là, des Bessonneries. Ouais, c'est ça. Pierre Morel, c'est un cinéaste qui a été élevé
chez Luc Besson pour qui il a fait 3 films, Ça, on peut Banlieue pas- 13, Taken et puis Bon baiser de Paris. Voilà, et à part le des fois que c'est un ton un peu plus grave ou un ton un peu plus comique, et à part le casting, rien ne distingue ces films les uns des autres. À part là, dans ce cas-ci, une 205. Voilà, une 205, donc ce qui est toujours appréciable de voir une 205 dans un film américain. C'est surtout qu'en plus, ce qui est dramatique, même sans respecter à la lettre le livre et puis son intrigue, ce qui aurait quand même été au moins intéressant, c'est d'avoir réussi à choper le style ou moins une pensée politique et d'écriture que Manchette vraiment peut avoir. beaucoup demandé. Hein, C'est beaucoup demandé parce que Pierre Morel, visiblement, c'est quelque chose qui n'intéresse pas. Peut-être que c'est complètement au-delà de ses préoccupations. c'est au-delà de sûrement ses son préoccupations, mais Manchette, c'est un écrivain qui était un grand styliste, qui avait une écriture inspirée de Flaubert et des grands écrivains américains comme Raymond Chandler ou bien Hammett. Donc sur le comportementalisme, donc qui faisait très attention aux détails, aux objets, et qui signifiait énormément de choses sur les gens sans qu'ils aient besoin de dire de paroles. Là, alors, c'est exactement le contraire, parce que c'est surdialogué, c'est surécrit, ça part dans tous les sens. Et effectivement, comme on disait, tout le côté sur les ONG, ça fait juste un passe-partout, mais ça ne veut rien dire. C'est sentimentalisme hyper irritant. Oui, en plus, avec une représentation de la femme qui sort tout droit d'une belle pub pour Evian ou je ne sais pas. Donc c'est assez catastrophique à tout point de vue. On va pas dire qu'on était déçus parce qu'on n'attendait pas grand-chose de la fin. Après, c'est sûr, oui, on peut pas s'attendre. On voit mal comment quelqu'un pourrait transcrire, ne serait-ce déjà le style de Manchette. Bon, ça demanderait énormément de talent de transcrire ça au cinéma, même si c'est le style de Manchette entretient des liens très forts avec le cinéma, mais on va en parler tout à l'heure. Mais encore moins sa pensée politique, donc ça serait carrément un vœu pieux, enfin, si on peut dire. mais on pourrait quand même espérer que quelqu'un tout simplement ait un petit peu gardé l'esprit d'épure de son style et le côté percutant de ses intrigues qui sont souvent très sèches et sans aucune empathie pour les personnages. Bon, ça pourrait se faire, un réalisateur qui aurait un petit peu de talent d'action, même si maintenant ça commence à se faire cruellement rare, pourrait au moins, sans se faire un brûlot situationniste et remettre tous les codes du polar en cause, ne serait-ce que faire juste un bon film avec un peu de goût, quoi. Voilà, parce que là, effectivement, encore, c'est pas un bon film, puisque ce n'est ni drôle, ce n'est ni rythmé, ce n'est ni bien joué, ce n'est ni réalisé, c'est d'une manière absolument passe-partout et anonyme. Ça rappelle n'importe quel Yes Man américain qui l'aurait fait. C'est vraiment un mauvais téléfilm. C'est du travail bâclé qui était ni fait ni à faire, et donc c'est bien dommage. Et donc, avant de parler plus amplement des adaptations cinématographiques des ouvrages de Jean-Patrick Manchette, on va faire une petite pause musicale avec le meilleur groupe du monde. Just another bloody rainy day. I see the city of my dreams, I spin and skirt skins. Like a dance, you just disappeared from view. And a hair upon the wire has been burned upon your fire. Like a blackout that once raced up from Chateau.
on vient d'entendre les Pogs, le groupe favori de notre maoïste critique Thomas, et qu'il a choisi puisque dans un bout d'interview, Dans son dernier entretien. Oui, dans le magazine Fanzine Combo, Manchette avoue apprécier, entendre parfois les Pogs à la radio. Comme Voilà, quoi, un homme donc, de goût. Voilà le lien avec ce qui nous intéresse dans cette émission d'En attendant Godard. Donc oui, nous allons revenir plus largement sur l'œuvre de Jean-Patrick Manchette, pas forcément son œuvre littéraire, puisque nous ne faisons pas d'émission litté et cinéma, Non. mais sur à la fois son parcours en tant que critique de cinéma, puisqu'il a écrit à Harakiri et dans Charlie Hebdo au début des années 80, dans un recueil qui était paru en France sous le nom Les yeux de la momie en 1997 et réédité, on en a parlé il y a quelques semaines chez Rivage Noir en poche, dans une version tronquée et caviardé, expurgé, hein, que nous ne vous recommandons pas pour son achetage. Si vous pouvez réussir à Cher, trouver... en plus. Oui, cher, 8 balles Ça coûte 8,50. Ah ouais, hein. Alors que Les yeux de la momie est 4 fois plus volumineux et exhaustif et coûte dans les 20 € Voilà, sur le marché de l'occasion. sur Internet. Donc pourquoi revenir sur l'œuvre de Jean-Patrick Manchette, à la fois parce qu'il y a quand même beaucoup de ses ouvrages qui ont été adaptés au cinéma, il y en a à peu près, il y en a un petit peu moins de 10, et surtout sur son parcours critique et son œuvre de critique et, on va dire, pour parler un peu vulgairement, de théorie du cinéma, puisqu'il a développé à la fois au fil de ses interviews dans son journal, dont le premier volume était paru en 2008, et dans donc ses chroniques de cinéma, une certaine vision de l'art cinématographique qui est très inspirée par certains courants de pensée, on va dire au sens large gaucho, Ultra gauche. donc que ce soit l'internal situationniste ou bien... Oui, ou même des auteurs quand même plus anciens. Il est quand même très influencé par Orwell, hein, qui est aussi notre marotte ici, Oui. mais lui c'est un grand lecteur d'Orwell, on le voit dans son journal déjà, et avant même qu'il s'intéresse à l'international situationniste et puis aux auteurs quand même de l'école de Francfort. Adorno, Horkheimer... Voilà. Donc toute cette théorie cette tendance du marxisme critique en fait, du marxisme hétérodoxe, puisque ça reste quelqu'un de très influencé par le marxisme et le matérialisme. Même s'il a historique. pris beaucoup de distance avec ça Oui, bien sûr. après, mais pour c'est ça, quelque chose qui l'influence. C'est ce qu'on souvent on recoupe sous l'appellation d'ultra-gauche. C'est ceux qui conservent un peu la critique marxiste, mais qui s'éloignent de ses applications politiques, et du gauchisme, justement, qui serait plus une sorte de radicalisation du marxisme, du communisme du style PC, quoi. Et puis donc Manchette, c'est quelqu'un qui l'a écrit à plusieurs reprises. Il considérait que le cinéma en tant qu'art était mort à la fin des années 30, pour parler vulgairement, et surtout qu'il avait mis un grand coup d'arrêt après la sortie du film d'Orson Welles, Citizen Kane, en 1941, qui pour lui était un des plus grands films du monde, Oui. et qui du coup est marqué en fait un coup au cinéma en tant qu'art et en tant que produit culturel à même d'être inventif et de créer des formes de pensée. C'est une théorie, oui, qui maintenant est un peu plus répandue et qui a été aussi dévoyée, mais la mort de l'art avec l'avènement du capitalisme industriel et le sommet du style à travers les grands romans Flaubert notamment, qui restent son maître à penser. Pour le citer, donc, il dit donc, le cinéma primitif des origines aux années 20 inclut toutes les innovations techniques et formelles de l'histoire du cinéma, à l'exception du travail de Wells. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est dans ses 57 notes pour le cinéma qui étaient parues dans son journal et qui se trouvent en introduction des yeux de la momie, où comme tout bon auteur inspiré par Guy Debord fait des propositions numérotées sur ce que devrait être le Même s'il cinéma. ne manque pas de se moquer de ces pratiques dans ses chroniques de polar. De polar. Et d'ailleurs, les deux sont très liés. Très important. Enfin, le manchette critique est aussi important, voire plus important que le manchette romancier, puisqu'il y a vraiment un apport théorique très considérable sur la théorie critique du genre, du noir, et aussi bien en cinéma qu'en littérature. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de culture et surtout une grande curiosité, ce qui fait qu'il lisait énormément de livres, à la fois que ce soit des ouvrages politiques ou bien des polars, puisqu'il a tenu une chronique de polar pendant quasiment une décennie, où il a écrit des textes assez formidables, et sur le cinéma donc pendant 2 ans, où à chaque fois il a développé une théorie et une vision en fait de l'art assez spécifique et assez passionnante, qui est toujours très
liées à la politique et surtout à l'idéologie que les œuvres d'art prennent. Ce qui pour lui ne pouvait pas être mis de côté quand on parlait d'une œuvre. Alors je m'adresse à vous qui êtes beaucoup plus connaisseur que moi. Est-ce que par exemple un gars comme Jean-Baptiste Toré, qui lui aussi écrit pour Charlie Hebdo et qui lui aussi a une ligne d'analyse cinématographique très précise, est-ce qu'on peut considérer que c'est un héritier de Manchette ? Héritier, je pense pas. Ou est-ce qu'il se... Non, Est-ce que c'est un prolongement plutôt ? Je connais pas assez Toré, mais il me semble que chez Manchette, c'est vraiment sa critique de l'idéologie qui est première et qui va diriger ensuite sa critique cinématographique et littéraire. J'ai l'impression que Toré, pour ce que j'en connais, prend plus en considération l'aspect politique comme un des aspects de son analyse. Ah oui, c'est l'aspect premier même d'ailleurs de son analyse. Puis surtout, chez Manchette, il y avait quand même ce truc de prendre en compte, quand il voulait vraiment entrer dans les films et en faire une critique, le contexte de production aussi des œuvres, ce que Toré fait parfois mais ne fait pas souvent, et ce que les critiques ne font quasiment jamais, qui est pourtant quelque chose de assez fondamental, de comprendre dans quel système les œuvres sont faites et sont produites pour voir justement quel est le discours qui en ressort et comment est-ce que, on va dire, une forme d'idéologie contraire peut prendre forme. J'ai une bonne citation là sur le cinéma allemand, par exemple, de Sternberg et Stronheim. Bon, c'est un peu trop long, mais c'est assez intéressant, oui. Attends, je la lis. C'est en Allemagne, lieu des affrontements les plus décisifs entre le capital et son mauvais côté, le prolétariat, non seulement que naissent les immigrants qui apporteront au cinéma américain la contribution la plus riche, Stronheim, Sternberg, mais aussi que se développe le plus brillamment, sous le régime de Weimar, un cinéma du négatif, qui est cependant cinéma non de la révolution, mais de la restauration, notamment chez, et là, parce qu'ils font partie de ses deux réalisateurs préférés, Murnau et Lang. Voilà, et là tu vois, il emploie le terme de négatif, qui est un concept quand même vachement développé par les situationnistes, et je pense que même si c'est pas vraiment totalement avoué, Manchette se veut un peu comme dans le prolongement direct de la théorie situationniste, un peu le critique esthétique le plus proche sans doute du situationnisme, les situationnistes mettant quand même un apport immense au débat théorique de l'après-guerre, l'apport sans doute le plus important à la critique de gauche. Donc je pense que Manchette non seulement est quelqu'un comme tu l'as dit, extrêmement cultivé, extrêmement brillant, ça tient du génie, hein. Il a lu énormément tous les philosophes, tout Marx, tout Lénine, très très jeune, et du coup il est vraiment mûr pour comprendre en profondeur l'apport des situationnistes ou même des lettristes avant, mais surtout on voit qu'il est vraiment très très impressionné dans son journal par les situationnistes, même s'il avoue parfois lui-même ne pas tout comprendre, parce que c'est vrai que les situationnistes ont tendance un petit peu à obscurcir, ou peut-être un petit peu à obscurcir un peu, puis comme il le dit lui-même, au panlogisme, à vouloir tout expliquer de façon ultra cohérente sans forcément distinguer des sujets de critique les uns des autres, et il est très lucide là-dessus, mais on voit qu'il pour quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi brillant, il a une posture vraiment de révérence par rapport aux situationnistes qui évolue un peu au fil des années, mais jamais il renie ça. Et en plus, même s'il y a toujours ce côté extrêmement politique dans sa pensée et dans sa manière d'écrire, parfois il peut, de manière plus prosaïque, parler des films d'une manière très enjouée, très légère, pas non plus enfantine, mais en tout cas d'une manière assez jouissive, parce qu'il a vraiment une plume critique très drôle, très très acérée, ce qui donne parfois des pages assez réjouissantes, à la fois dans Les Yeux de la momie et dans son journal, où il y a toujours quelques beaux passages réservés au cinéma de la Nouvelle Vague, notamment Romer et puis Godard, parce que autant Chabrol et Truffaut, ils pouvaient apprécier leurs films, mais par contre Romer et Godard, et ce genre en fait de récupération d'une pensée de gauche par ce genre de cinéaste, c'est quelque chose qu'il a profondément énervé. Il supporte et qu'il est vraiment, il se fait un plaisir, une spécialité de les défoncer autant qu'il peut. Et c'est vrai que là, on voit que dans ses critiques de polar, il y a quelque chose de vraiment de travail où il veut faire avancer la critique, et on sent l'écrivain qui cherche à trouver. Qui théorise sur son art, quoi. Voilà, qui théorise sur son art. Que dans le cinéma, il y a une bonne partie où on sent qu'il a juste envie de défoncer au maximum, avec bien sûr son arrière-pensée qui est suffisamment développée pour que les moindres de ses sentences et de ses saillies soient toujours intéressantes. Mais c'est vrai que quelqu'un qui connaîtrait pas du tout cette théorie et son œuvre
pourrait trouver que c'est des jugements portés de pièce. Enfin, en tout cas, sur certains films, c'est clairement du désengage qui Sur soulage. Rossellini ou ce genre de cinéaste. Même Rossellini, il l'aime bien, hein, justement. Mais justement, en fait, derrière ce côté, on pourrait croire en fait que ce mec-là est quelqu'un de hyper cérébral. Enfin, il l'est. Mais à côté de ça, il y a un vrai côté populaire, parce que ça fera peut-être la transition avec son œuvre cinématographique et d'écriture de scénario. Il a quand même collaboré non seulement avec Claude Chabrol, qui est un grand cinéma populaire, mais aussi avec le pape du Z à la française, le grand Max Pécasse. C'est quelque chose, c'est assez, on voit d'ailleurs, c'est très il fait le grand écart en fait. En complément de ces chroniques de cinéma qui sont très intéressantes, c'est très intéressant aussi de lire son journal et de voir quand même qu'il y a une culpabilité constante de participer à l'Institut de masse. Voilà, à de la propagande de masse capitaliste et à l'abaissement de la culture mondiale et ça c'est quelque chose qu'il dit, il le dit légèrement mais il dit voilà, c'est pas quelque chose qui sera automatiquement pardonné dans l'optique idéaliste de l'époque d'une révolution mondiale. Il dit j'essaye de faire comme Hamet et comme d'autres l'ont fait, comme il l'explique bien d'ailleurs. Cette interview de Combo, il faut vraiment lire parce que c'est un condensé, elle est en ligne, elle est en ligne, comme il l'explique bien, et de faire en fait de saper de l'intérieur le système de propagande capitaliste en étant subversif et révolutionnaire comme l'a été Hamet au sein de l'édition de masse et du cinéma. Mais bon, il sent bien qu'il y a un petit hiatus dans sa position et il est jamais vraiment satisfait, on le sent bien, quoi. Bon, après, et en plus, avec très Chabrol, intéressant. Mais il est aussi. Voilà, ces films ont été aussi. On va en parler tout à l'heure, mais bon, il n'y a pas que Chabrol. Chabrol, c'est le premier film qu'il a adapté. Et il a écrit pour la télé, et voilà. Et puis bon. Pour le porno, il est fait. Voilà, il y a une chose très différente parce qu'il fallait bien bouffer, justement. Et donc, on va parler tout de suite de ces adaptations cinématographiques. Et avant, on va écouter un extrait du film de Claude Chabrol, Nada. J'ai fait erreur. Le terrorisme étatique, le terrorisme gauchiste, quoique leur mobile soit incomparable, sont les deux mâchoires du même piège à con. Évidemment, l'État n'aime pas le terrorisme, mais il le préfère encore à la révolution. Quand chacun a reconnu en rêve la nécessité de détruire l'État, l'État rêve à la destruction de tous. Et puisqu'il doit finir, il rêve de la fin de tout. C'est pourquoi le Desesperado assassin devient un modèle de comportement socialement consommable. Entre la révolution et la mort, l'État a choisi. Et il espère que tous feront le même choix. C'est le piège qui est tendu aux révoltés. Et je suis tombé dedans. Et je ne suis pas le seul. Et ça m'emmerde bien. La critique du terrorisme n'est pas la condamnation de la guerre civile. Une bonne guerre civile vaut mieux qu'une paix pourrie. Ceci constitue la première et la dernière contribution théorique de Buenaventura Díaz à sa propre histoire. Voilà, vous venez d'entendre Fabio Testi récitant le scénario dans le film Nada de Chabrol, adapté de Jean-Patrick Manchette et par Jean-Patrick Manchette et Chabrol lui-même. Et donc, puisqu'on en parlait, ce livre constitue en plus d'être un grand roman qui a un apport quand même important au roman policier français, c'est quand même un apport théorique très important à la critique du terrorisme et un des seuls, quand on se penche sur la question du terrorisme d'extrême gauche, ce livre est un apport théorique plus important que beaucoup d'écrits politiques sur la question. Au final, il peut vraiment servir de clé dans un débat sur le terrorisme. C'est un peu un exemple de l'importance que peut avoir Manchette, c'est-à-dire à la fois esthétique, puisque c'est un gros travail sur le genre, et en même temps, c'est délibérément un projet d'apport au débat théorique sur le gauchisme, sur la révolution. Enfin, c'était suffisamment clair, je pense, cet extrait.
Et donc voilà, donc c'était extrait du film de Claude Chabrol sorti en 1974, basé sur le roman de Manchette qui était sorti une année avant. Donc qui est la première adaptation au cinéma d'un bouquin de Manchette qu'il a coécrit avec Chabrol. Chacun ont écrit une partie. En fait, ils ont pris le bouquin en deux, puis ils ont travaillé sur une partie. Et après, ils sont chacun repassés sur la partie de l'autre. On verra bien un petit peu après, mais c'était pas le premier projet du film qui devait avoir lieu, parce que le roman, c'est pas Morgue Pleine, c'est c'est Faut la tuer. Ah, il faut la tuer, mais c'est le deuxième. Ça. Oui, voilà, Faut la tuer, donc qui a été réalisé par Yves Boisset en 75. C'est un projet qui traînait depuis l'apparition du bouquin. Oui, c'est Au Dingo au château. Au Dingo au château dans les années 70, qui aurait dû être réalisé par Jean-Pierre Mocky avant que Manchette ne le prenne en grippe en disant que c'était un trou du cul, qui n'avait aucune idée et qui devrait utiliser du déodorant corporel et se faire les ongles. Donc ils se sont assez mal entendus avant que Yves Boisset ne récupère le bébé pour faire un film avec Marlène Jobert, qui est largement en deçà du roman. Alors oui, encore une fois, là, ça n'a pas... Enfin, c'est quand même plus proche que ce dont on vient de parler, avec Gunman. Mais qui est quand même assez faiblard, malgré... C'est éloigné, notamment dans le dénouement, et puis dans l'absence de moyens, parce qu'il y avait des scènes au Dingo, au château, il y a des scènes très spectaculaires dans le roman de Manchette, qui là, visiblement... sont pas salaces, malgré un casting très intéressant, puisqu'il y a donc Marlène Jobert. Et puis surtout... Il y a Thomas Millian, il y a Michael Lonsdale, il y a Victor Lanoux. Non, c'est vraiment... Ouais, donc c'était plutôt chouette. C'est vraiment alléchant, mais bon, le film n'est pas du tout à la hauteur. Ce qui est malheureusement le cas de la plupart des adaptations, puisqu'il y a trois hommes à battre de Jacques Doré, qui est adapté du Petit bout de la côte ouest, Pour la peau d'un flic de Alain Delon, adapté de Que d'os, et Le choc de Robin Davis, adapté de La position du tireur couché. Donc ils sont trois films de Alain Delon du début des années 80, à l'époque où Alain Delon on avait marre qu'on le traite de gros faf, et donc il s'était mis à acheter des romans de gauchistes français pour adoucir son image. Voilà, et il les a transformés en gros films de faf qui à la fois entretiennent extrêmement peu de rapport avec les œuvres d'origine dont elles sont sur lesquelles elles sont basées, parce que Alain Delon rejoue le personnage de Alain Delon qui a des fêlures et qui emballe plein de belles gonzesses avec son regard bleu azur, donc ce qui est assez dommage. Et pour finir, en 83, donc il y avait Polar de Jacques Brel, adapté du roman Morgue Pleine, qui là aussi était pas du tout à la hauteur des espérances. Il reste encore quelques bouquins de Manchette à adapter, notamment l'affaire Ngustro, qui est basée sur l'affaire Euben Barka, qui devait être un film de Jean-Pierre Bastide au début des années 70, autre écrivain de romans noirs. Très compliqué à adapter, parce que c'est à travers la voix d'un militant d'extrême droite. Il y a moyen de bien se craquer. Il y a moyen de se craquer. Il y a moyen de bien se craquer. Et donc, avant de revenir un petit peu sur Nada et sur d'autres projets abandonnés de Manchette, donc il y a en projet 2 films actuellement où Doug Edline a encore vendu les droits. Donc il y a Laisser bronzer les cadavres, donc de Jean-Pierre Bastide et Jean-Patrick Manchette, qui est le premier roman qu'ils ont écrit. Qui là pour le coup est vraiment très cinématographique. Qui est, je pense, le plus facile à mettre en film, parce que puisque limite tel quel, c'est un duel au soleil. Voilà, c'est déjà un scénario. Donc qui sera produit par la boîte de François Cognard, donc ancien de Starfix, et qui devrait être mis en scène par le duo de réalisateurs de Amer et de L'étrange couleur des larmes de ton corps, donc Catet et puis Forzani. S'ils partent pas dans quelque chose de trop esthétisant, ça peut vraiment être... Oui, c'est toujours mieux que Pierre Morel. Oui, dans tous les cas, ça sera plus sinon, l'autre dernier projet qui est en projet, là encore à Hollywood, comme Gunman, donc c'est Le Petit Bœuf de la côte ouest, qui devrait réaliser par Christopher McQuarrie une fois qu'il aura sorti Mission Impossible 5. Mais bon, c'est ce gros nul à chier de Colin Firth. Oui, mais bon, c'est pas absurde. C'est toujours mieux que Pierre Morel. Puisque, comme Manchette l'a dit, il avait choisi un sujet spécialement inintéressant, qui était le malaise des cadres, et donc son personnage est quelqu'un de spécialement inintéressant, fade. Un petit cadre fade. Donc Colin Firth, pour le coup, peut coller. Tout indiqué. Mais il faut voir. Donc, Manchette a travaillé sur plusieurs œuvres qui n'ont jamais vu le jour, dont notamment un film qui aurait pu être assez passionnant. Oui, tu veux que je lise peut-être l'extrait, un film qui était qui devait être sur les anarchistes du POUM, et donc dans un entretien. Le parti ouvrier d'unification marxiste. Voilà, pendant la guerre d'Espagne, et donc Edline, son fils Doug Edline, rappelle, et il dit: quant au projet de film autour de la guerre d'Espagne, centré en particulier sur les anarchistes espagnols et le POUM, dans les rangs duquel s'engagea George Orwell, et plus spécifiquement encore sur la colonne du Routy, il travailla beaucoup dessus avec passion en 1974.
Il venait alors de faire la connaissance par l'entremise de Vera Belmont d'Abel Paz, auteur d'une formidable biographie de Durruti et lui-même anarchiste ayant participé à la guerre civile espagnole. Et le personnage, comme le sujet, l'enthousiasmèrent. Le projet était même double, une sorte de documentaire-fiction mêlant images d'archives et témoignages, et un film hollywoodien à grand spectacle, où on aurait vu l'équipée incroyable de Durruti, prenant d'assaut les trains des franquistes et attaquant les banques. Une sorte de western d'extrême gauche, en quelque sorte, mais malgré quelques efforts, cela ne donna rien malheureusement. Donc, dommage. Malheureusement, parce que ça aurait pu être effectivement un western d'extrême gauche, c'est vrai que... un grand film comme Et La Porte du Paradis. Mais... Oui, voilà, ou comme certains films des Italiens ont pu le faire. Mais bon, avec toujours... vraiment conscient et vraiment d'ultra gauche, les Italiens l'ont plus fait accidentellement. Oui, c'est ça. Donc pour revenir rapidement sur Nada avant de finir, donc c'est de loin la meilleure adaptation d'un bouquin de Manchette, à la fois parce qu'elle est très respectueuse de l'esprit du livre, et en termes de style, Chabrol, il s'est quand même bien sorti les doigts du cul à certains moments. Oui, il y a des choses qui sont un peu datées, mais c'est vrai que ça reste un bon film d'action et qui est quand même garde une grande partie de la férocité du roman de Manchette, même si Manchette était quand même un peu affligé de certains détails d'adaptation de Chabrol, notamment l'absence de charge contre le journal L'Humanité, qui était une partie assez réjouissante du roman, et contre la démocratie participative, qui était un peu l'aspect anarchisant et d'ultra-gauche du film, qui est vraiment passé à l'as du fait de Chabrol. Ouais, parce que dans le film, autant Chabrol traite assez mal les terroristes du groupe Nada, parce que c'est clairement pas sa tasse de thé, c'est pas un truc qu'il sait faire, mais toutes les scènes sur les arcanes du pouvoir, avec les ministres, avec les flics, par contre, qui sont vraiment abjects là, c'est vraiment hyper réjouissant, avec le personnage du flic Gouémon, qui est une ordure totale et qui est vraiment un personnage monstrueux dans le film. Donc le film est invisible en France pour des problèmes de droit, mais il se trouve en zone 1 et en zone 2 anglais dans une version coupée malheureusement, donc ils font 1h50 au lieu du film original qui fait dans les 2h10. Peut-être qu'un jour ce problème sera réglé, mais il existe une copie à la Cinémathèque de Lyon, mais malheureusement il est toujours inédit en France depuis sa sortie. Le distributeur pourrait être bien avisé de ne faire une ressortie, mais bon, il ne faut pas rêver. Faut pas rêver. Voilà, non, je pense qu'ils auraient dû le ressortir le 7 janvier, ça aurait été une bonne date. Mais bon, donc voilà, c'est fini pour la partie Manchette. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Bon, c'est vrai que c'est l'anniversaire de sa mort cette année, donc peut-être à la rentrée, si on est encore là, on pourrait vous faire carrément 1 heure sur Manchette. Largement. Oui, on pourrait en faire 50 heures, mais on pourrait faire une spéciale. C'est dans les projets, en tout cas. C'est dans les tuyaux. Voilà, donc la note, donc Gunman 1,5, parce qu'il y a... 1 pour la 205 et 0,5 pour la moustache. de Sean Penn, c'est bien cher payé. Les coups de cœur, Thibaut. Eh ben moi, ça sera un nouveau départ, donc We Bought a Zoo de Cameron Crowe, toujours ce cinéaste américain sous-estimé, et clin d'œil à Manchette, du coup, le Shining de Kubrick, parce qu'il était très admirateur de Kubrick, et parce que Shining, c'est un peu un superbe film. Oui, moi ce sera le roman de Frank Harris, La Bombe de 1908, qui retrace les événements de l'attentat de Haymarket. Donc Erwan m'a communiqué 3 coups de cœur. Il y a Babo de Pex, Les Secrets des Autres et Peace to Us in Our Dreams, qui sont, je pense, des films qu'il a vus à La Rochelle, ou alors des films... On ne verra jamais. Exactement. Et moi, pour finir, donc c'est Mad Max Fury Road, qui ne passe plus en salle arène, mais qui est trouvable par d'autres moyens, et c'est toujours exceptionnel, même sur un petit écran. Tu l'as vu combien de fois 12. 13 là. Mais plus des fois par petits bouts. Et sinon, donc, Crocodile Dundee, le premier opus de la meilleure trilogie du cinéma australien, que j'ai revu il n'y a pas longtemps et qui est toujours aussi chouette. Merci à Julien pour la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Salut les kids et merci. Ciao.